Michel Faux, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Théâtre de la Porte Saint-Martin, où vous jouez une pièce, Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford? Donc une pièce qui est inspirée de la rivalité, de la haine de deux immenses actrices qui ont joué ensemble ce film mythique de l'histoire du cinéma, hein, Qu'est-il arrivé à Baby Jane, en 1962. Comment on en arrive à monter un projet comme celui-là, assez improbable, avec deux personnages totalement délirants? Moi, j'avais une fascination pour ce film, hein, parce que c'était des actrices qui étaient un peu has-been à ce moment-là. C'est ça. C'est des stars un peu hors jeu, et elles ont relancé leur carrière grâce à ce film, vraiment, qui a été un très gros succès, dont personne ne voulait. Et après, Jean Marbeuf a imaginé un dialogue en s'inspirant de biographies, d'articles de journaux, mais aussi en délirant et en imaginant. Et il a créé ce dialogue entre ces deux stars avant, pendant le tournage et après. Et je connaissais la pièce, j'avais vu la pièce qu'elle avait été créée en 2008. Et puis, mais c'est Jean Marbeuf qui m'a dit « Vous devriez jouer Bette Davis ». J'aurais pas osé. Et en fait, dès qu'il m'a donné l'autorisation, j'ai sauté sur l'occasion. Mais il fallait trouver une créature pour incarner Joan Crawford, surtout que moi, je ne suis pas dans le biopic, c'est une évocation de Bette Davis, oui. C'est un cauchemar de Bette Davis, c'est une poupée de cauchemar, quoi. Donc il n'y a rien de réaliste là-dedans. Donc c'est pour ça que je voulais quelqu'un d'à part pour interpréter Joan Crawford. Et comme je voulais depuis longtemps travailler avec Amanda Lear, parce que c'est une personnalité rare, du coup je lui ai proposé d'incarner Joan Crawford, et elle a dit oui. Elle a dit oui tout de suite, parce que c'est quand même une idée assez particulière. C'est un rôle aussi qui nécessite, on va dire, un engagement, d'accepter aussi toute la part négative. Pathétique, oui. Oui, on est bien d'accord. Elles étaient has-been, il y a eu cette déchirure, cette haine. Pour une actrice, il faut assumer ce rôle-là. Oui, mais ce qui est beau, c'est que ce texte, c'est un concentré des pires désespoirs et des pires défauts des acteurs, je dirais, parce que les acteurs sont aussi cabots ou narcissiques que les actrices. Et donc, au bout d'un moment, ça dépasse l'anecdote de Hollywood 62. C'est qu'au bout d'un moment, ça parle de nous, en fait. Et puis, au bout d'un moment, ça parle d'Amanda Lear, ça parle de moi, parce que ça parle de l'artifice, ça parle de la séduction, ça parle de... Et ce qui est beau avec Amanda, c'est qu'elle a beaucoup d'humour sur elle-même, et en même temps, c'est une grande séductrice. Donc, elle a à la fois, elle ose le glamour, elle ose le côté sophistiqué du rôle, et en même temps, elle ose le salir et le casser. Et elle a vraiment osé se métamorphoser, quoi. On la reconnaît au début, on la reconnaît pas vraiment, parce qu'elle a essayé vraiment de ressembler le plus possible à une star déchue. C'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, vous adorez ce genre de rôle, ce genre de personnage, parce que ces deux femmes sont ce qu'on appelait autrefois des monstres sacrés, mais dans Monstres sacrés, il y a monstre. Et il y a toute la méchanceté, toute la laideur, vous le disiez, tout le narcissisme, et en même temps un énorme besoin d'être aimé. Bien sûr, et une folie. Oui. En fait, je pense que Joan Crawford était beaucoup plus folle que Bette Davis, beaucoup plus folle, beaucoup plus méchante, beaucoup plus belle. Bette Davis avait un physique assez ingrat, difficile pour les studios, mais très grande actrice, oui, reconnue comme une très grande actrice de théâtre, cinéma, etc. C'était c'est des personnages complémentaires, c'est un duo en fait. C'est comme un couple qui n'arrête pas de s'enguirlander, mais qui ne peut pas se séparer en fait. Comme Don Juan et Sganarelle, ou comme l'Auguste et le clown blanc, quoi. On raconte que Laurel et Hardy ne se supportaient pas. Donc. Mais voilà, c'est un couple infernal en fait. Comme ça. Oui, mais je me souviens que Jean Cocteau disait, dans les années 50, il disait « il n'y a plus de monstres sacrés, ça n'existe plus ». Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui si vous voyez l'état des lieux? Mais en effet, l'idée de la diva, l'idée de la star, qui veut dire étoile, l'idée de la diva, la demi-déesse, tout ça, moi je trouve ça très beau et très, très fascinant. C'est pour ça que je suis très attiré par des personnalités comme Amanda. Moi j'ai toujours fait passer la personnalité de l'acteur avant le CV, quoi, ou les qualités. Oui. Les bons comédiens qui jouent juste, il y en a beaucoup, il y en a trop, on s'ennuie. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des gens mystérieux, séduisants, dérangeants. Voilà. Qu'est-ce qui vous...
Selon vous, pourquoi il n'y a plus de monstres sacrés? On a l'impression, on ne va pas prétendre qu'il y a moins de narcissisme, par exemple, donc moins d'hystérie. Mais qu'est-ce qui manque? Il y a toujours le narcissisme, ça il n'est pas mort, mais il n'y a plus l'élégance, il n'y a plus la folie, il n'y a plus C'est-à-dire que je pense que, enfin en tout cas en France, je pense que les acteurs sont devenus des gens un peu comme tout le monde, en fait, des petits bourgeois, en fait. C'est-à-dire que maintenant, être acteur, c'est comme être avocat ou médecin, c'est un métier de notable. Donc. Alors qu'avant, il y a des acteurs normaux comme il y a des présidents normaux, c'est ça? Voilà. Comment peut-on dire qu'un acteur est normal? Non, l'acteur, il doit être différent, il doit être marginal, puisque c'est quelqu'un qui ne doit pas tricher, qui doit justement dénoncer cet artifice, ces masques qu'on met dans la vie pour pouvoir vivre en société, justement. Comme disait Jean Genet, on met des masques, on met des costumes tous les jours. Et l'acteur, lui, il joue avec ce masque, il l'enlève, il le remet, et il s'en moque. À mon avis, l'acteur... Moi, je pense à Michel Simon ou à Pierre Brasseur ou à des gens comme ça qui étaient Louis Jouvet ou Charles Dulin, qui sont morts dans la misère en laissant... Ils ont laissé des dettes partout, etc. Ce n'étaient pas du tout des gens qui hypothéquaient l'avenir ou qui... Ce n'étaient pas des bourgeois, c'était des gens extravagants, scandaleux, extrêmement aussi... cultivés, c'est-à-dire qu'ils aimaient le théâtre, ils faisaient tout pour le théâtre ou pour le cinéma, quoi. C'était là. Mais moi, j'ai travaillé avec Michel Bouquet, c'était un des derniers qui a consacré sa vie au poète, quoi. En fait. Ce qui l'intéressait, c'était les textes, quoi. Il ne pensait qu'à ça. Il ne pensait pas du tout à sa maison de campagne. Il y a deux dimensions là dans ce que vous venez de dire. Il y a la question de l'excentricité, de l'extravagance. Qu'est-ce que ça révèle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça nous apporte? Et il y a la question de la vénération pour la langue, pour le texte, pour la poésie, pour les mots de l'auteur. Ce sont deux choses qui, j'ai l'impression, se retrouvent assez peu. J'ai pour ma part éprouvé beaucoup de frustration devant des acteurs qui disaient mal les textes. Alors que pour moi, c'est le plus important. Ben oui. Bien sûr, c'est le style. C'est une question de style, et c'est la profération, c'est le rapport charnel à la langue, le rapport carnassier. On dit toujours que le français est une langue plate, c'est pas vrai du tout, parce qu'il y a... D'ailleurs, quand on lit les traités de déclamation du XVIIe siècle, il y avait énormément de contrastes, puisque c'était ça le théâtre baroque, c'était les contrastes. Donc en effet, c'est très, très important, ce rapport charnel à la langue. C'est-à-dire, c'est lié, tout est lié, le fond et la forme, c'est lié à fuir... on va vers la profération, la déclamation ou l'éloquence parce qu'on fuit le quotidien. Mais le problème, c'est qu'on a voulu que l'art ressemble au quotidien. Alors là, du coup, il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de lyrisme, il n'y a plus de... Parce qu'en plus, c'est un quotidien sordide et triste. Parce que la vie de tous les jours est beaucoup plus mouvementée, en fait, et beaucoup plus hystérique, et beaucoup plus fascinante, et beaucoup plus mystérieuse que ce pseudo-naturalisme qui a tout envahi, quoi, en fait. On essaie de ressembler à Monsieur Tout-le-Monde quand on joue. Mais on ne peut pas jouer même Betty Davis ou Don Juan en ressemblant à tout le monde, parce que ce sont des cas, c'est comme des cas cliniques très, très, très poussés, très avancés. C'est le vieux principe de la catharsis et de la condensation du temps de l'action, justement, pour faire surgir quelque chose qui nous parle de nous et des invariants humains. Mais jusqu'au XIXe siècle, le théâtre ne cherchait pas du tout à refléter la vie. Non. Il était une évocation de la vie, une déformation de la vie, une mise en abîme de la vie. Mais quand on regarde le théâtre antique ou le théâtre baroque, c'était un théâtre totalement abstrait, en fait, comme le kabuki. C'est après qu'on a voulu... Alors, il y a des auteurs qui demandent un jeu, je dirais, réaliste ou quotidien, mais on ne peut pas tout jouer comme ça. Il y a une question de style, en fait. On ne peut pas, si, on ne fait que ça. Mais je trouve que ce n'est pas intéressant. Je pense qu'il faut se laisser guider par les poètes, et les poètes nous amènent dans des endroits différents. Il y a une forme de musique quand on travaille un texte, c'est-à-dire est-ce que vous l'entendez comme de la musique plutôt que de se fixer exactement sur le sens? Ouais, évidemment, moi j'aime quand ça chante, en fait. Moi souvent je demande aux acteurs de chanter et aux chanteurs de jouer, quoi, parce que, et c'est ça qui est beau à l'opéra, c'est que c'est la réalité mais sublimée puisqu'il y a la musique, puisque tout est musique. Et Thomas Bernhardt disait tout est musique.
Et en effet, il y a une partie, c'était Michel Bouquet qui me disait ça, c'est une partition musicale avec ses accélérations, ses soupirs, ses graves, ses aigus, évidemment. Mais vous savez, quand on écoute les gens dans la vie, ils ont des voix chantantes, c'est après, au cinéma ou au théâtre, qu'on joue plat, qu'on ne joue rien, qu'on est très très sobre, etc. Mais dans la vie, vous voyez les gens qui parlent très fort ou qui parlent faux. La boulangère, le matin, quand elle dit « En vous souhaitant une bonne journée », c'est complètement faux. Elle ne le pense pas du tout, ce qu'elle dit. Elle ne vous souhaite pas du tout une bonne journée. Mais c'est la musique de la voix parlée. Ouais. Il y a de la musique et il y a du rythme, je pense. Nous sommes au théâtre de la Porte Saint-Martin, qui est un des théâtres privés qui en fait incarne toute l'histoire du boulevard. Le boulevard, c'est aussi fondé sur le rythme. Et je pense qu'il y a dans le théâtre aussi, pour qu'une pièce emporte les spectateurs, quelque chose qui doit être de l'ordre de l'accélération, la décélération, quelque chose comme ça. Oui, comme un montage de film. Évidemment, le rythme, la musicalité, la chorégraphie de la gestuelle. Parce que là, vous êtes metteur en scène oui. Donc, justement, vous vous êtes posé la question de ce rythme, de ces... Bien sûr, c'est primordial. Et en fait, c'est un projet particulier parce que c'est une correspondance imaginaire. Donc, au début, elles sont chacune dans leur loge et puis elles s'écrivent des lettres. Et puis petit à petit, ça devient un dialogue. Et puis petit à petit, ça devient du théâtre. Et elles finissent par même s'empoigner, enfin, avoir un contact physique. Mais alors que c'est assez abstrait comme mise en scène, mais c'est parce que le texte l'a demandé. Mais c'est vrai que ça ressemble à un cauchemar plus qu'à une réalité. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce vraiment de bon goût? Pourquoi? Moi, j'ai jamais compris la différence entre le bon et le mauvais goût. J'ai jamais vu la limite. Mais vous savez, c'était les dadaïstes qui disaient merde au goût du jour. Donc ça c'est clair. Merde au goût du jour, ça je sais où je vais. Mais après, à quelle limite on est dans le bon goût, le mauvais goût? Souvent, on me dit, oh, c'est kitsch ce que tu fais, mais kitsch, ça veut dire trop, en fait. Mais c'est bien d'être dans le trop, d'être dans le... Donc, mais c'est comme Ionesco qui disait, je n'ai jamais compris la différence entre le tragique et le comique, mais c'est pareil, je pense que c'est très, très fragile, la limite. Et c'est comme le masculin et le féminin aussi, c'est très... Et le spectacle parle aussi de ça, puisque... Ne serait-ce que parce que vous avez un goût pour le travestissement. Et justement, qu'est-ce que ça nous raconte des limites, du franchissement des limites? Je ne me pose pas la question. Je ne me rends pas compte. C'est très prétentieux ce que je vais dire, mais je me surprends toujours. Je me dis, oh, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est vraiment de bon goût? Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être que ça ne sert pas. Peut-être que ça ne sert à rien. C'est deux questions différentes. Est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que c'est bien? Et en effet, peut-être que ça ne sert à rien. Peut-être que ça sert, c'est important de le faire, voilà. Mais c'est pas bien de le faire. Il y a ça aussi. Et puis aussi, il y a l'idée aussi... C'est pour ça que moi je disais, oui, je suis non essentiel, parce que pour moi, les choses essentielles, c'est une machine à laver ou un micro-ondes, mais ce n'est pas les artistes. Les artistes, c'est un luxe, c'est quelque chose qui est à part, Donc, j'aime aussi le côté apparemment futile et la profondeur de la futilité, je dirais. Oui, c'est tout le contraire du discours qu'on a entendu de la part d'une partie du monde de l'art, justement, ces derniers temps, qui éprouvait le besoin, et on peut comprendre tout à fait, de dire mais nous sommes essentiels, ce terme non essentiel est insupportable, etc. Mais non, moi je vois ce que ça veut dire non essentiel. C'est pas... Pour moi, vraiment, essentiel, je vous dis, c'est un appareil ménager, mais c'est utile. En effet, une machine à laver, c'est utile. Après, Gaby Morlet ou Maria Cazares, non, c'est pas... D'ailleurs, personne ne sait plus qui c'est maintenant. Donc, dire un alexandrin, c'est pas essentiel, mais c'est sublime, c'est bouleversant. C'est pas utile. Voilà, c'est justement parce que ça ne sert à rien que c'est bouleversant. Oui. Non, mais c'est comme les décorations ici, c'est comme les tableaux dans les musées. Hein, mais peut-être justement que... D'ailleurs, on voit bien, à Kaboul, qu'ils ont interdit la musique. Donc, bien sûr. C'est terrible. C'est peut-être justement parce qu'on a perdu le sens de cette question de savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et ce qui est sublime et ce qui ne l'est pas, qu'on se retrouve avec un monde de l'art assez
j'allais dire, assez déchiré et qui en fait, passe son temps à essayer de se prouver son utilité comme si c'était la question. J'ai l'impression qu'il y a une erreur sur ce qu'est la culture aujourd'hui. Mais je dirais l'art parce que la culture, pour moi, c'est un mot qui est terrifiant. Mais c'était Jean Gilibert, un grand metteur en scène, qui disait « la culture complote contre l'art ». Mais c'est vrai, je vous l'ai peut-être déjà dit parce que je radote un peu, mais d'ailleurs avant on appelait le ministère des Beaux-Arts, je crois que ça s'appelait, non? Oui. Mais donc je veux parler d'art, moi, en fait. La culture, c'est le tourisme, mais l'art, c'est quelque chose de... Et je sais que Amanda Lear m'a beaucoup parlé de Salvador Dali, puisqu'elle a été sa muse, et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les créateurs contemporains aujourd'hui, qui sont des hommes d'affaires, en fait. C'est ça, il y avait... Dali gagnait beaucoup d'argent, mais il flambait l'argent, il était scandaleux, il était extravagant, elle m'a raconté on lui a proposé de tourner un film, alors il avait demandé beaucoup d'argent, on lui avait donné, et après il avait demandé à ce que des girafes prennent feu dans le film. Vous vous rendez compte? Je voudrais que des girafes prennent feu. C'est quand même magnifique de dire des choses pareilles. Et là ils ont dit non, la production. Ça veut dire que l'argent il voulait bien, mais la poésie non. Oui, et pourtant, ils n'avaient pas encore les sociétés protectrices d'animaux pour empêcher ça. Non, mais il était presque que ce soit des girafes en carton, il n'y avait pas de souci. Oui. Mais justement, cette question-là aussi de l'extravagance, de l'excentricité, elle se pose quand même. J'avais été frappée par la phrase de Julia Ducournau, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, et qui disait au jury « Merci d'avoir laissé entrer les monstres », parce que son idée était de dire qu'il fallait montrer tout ce qui était transgressif, tout ce qui était... Et la question, c'est de savoir comment on les fait entrer, les monstres. Est-ce que ça se revendique de faire entrer les monstres, ou est-ce qu'on le fait justement quand on vit le théâtre dans toutes ses ambiguïtés, dans toute sa folie, ou est-ce que ça doit être un projet politique? Parce qu'en fait, si c'est un projet politique, c'est plus un projet artistique. Non, ça doit être un projet artistique. Mais c'est déjà bien de soulever le problème. À l'heure actuelle, ça a tellement été censuré, le monstre a tellement été censuré que le côté monstrueux, le côté lyrique, que du coup, c'est bien de soulever le problème. Mais en effet, ce qui est intéressant, c'est de trouver le monstre, évidemment. Évidemment, ça parle de ça, l'art. Le côté monstrueux qui peut être séduisant, gracieux et secret, hein, c'est pas obligatoirement... Mais c'est aussi... c'est toute la peinture du XVIe siècle, je dirais, où il y a des choses... Même la peinture religieuse est très, très monstrueuse, en fait. Mais en effet, le monstre doit être là. On doit faire avec. On ne devrait même pas se poser la question. En fait, quand vous dites le monstre doit être là, on doit faire avec, c'est parce qu'en fait, c'est l'être humain, le monstre. Oui, on a un monstre à l'intérieur. Vous savez, c'est comme dans le film Alien, c'est ça. On a un monstre à l'intérieur qui peut surgir et qui peut à tout moment nous surprendre et nous dépasser. Mais le risque, est-ce que ce n'est pas justement d'en faire, je disais, un projet politique, c'est-à-dire de considérer que le rôle de l'œuvre d'art, c'est de faire émerger les marges, ce qui est tout à fait légitime, mais de le faire dans un but social. Je suis frappée par le discours actuellement sur l'art qui doit permettre de donner une voix aux personnalités plus marginales, de poursuivre un projet d'intégration. On va compter le nombre de personnes, de couleurs, le nombre de personnes. Est-ce que c'est ça, le projet artistique tel que vous le voyez ou pas? Bien sûr que non, c'est pas ça, mais en fait, on a demandé aux artistes de résoudre les problèmes que les hommes politiques n'arrivaient pas à résoudre. Donc, on demande aux artistes d'être des animateurs sociaux, en fait, on va dire. Et donc, alors, il faut faire des stages dans les prisons, et c'est très bien de le faire, mais il y a des artistes qui ne font plus que ça, en fait. C'est là où il y a un problème. Et donc, on fait des stages avec des gens de banlieue, on fait avec des jeunes, avec des handicapés. C'est très bien, moi, je trouve, de le faire. Mais ça, on ne peut pas réduire l'art à ça, en fait. Quand vous montez un projet, vous vous demandez combien il y a de femmes? Parce que maintenant, il va falloir compter. Moi, il y a toujours des femmes, parce que je suis fasciné par les femmes. Mais là, peut-être qu'on va avoir des plaintes, parce que je joue le rôle d'une femme, donc il y a un peu d'appropriation culturelle.
Voilà, mais non, mais moi j'aime bien quand... Moi je me pose vraiment pas cette question, vraiment. D'ailleurs, ce qui était très beau à l'opéra avant, c'est qu'on ne se posait pas de questions sur l'apparence physique, c'était la voix le plus important. Donc c'était ce qu'on a à l'intérieur. La voix, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. C'était pas l'apparence physique. Donc il y avait beaucoup de gens gros, de gens vieux, de gens de couleur, beaucoup. Et à l'époque, tout le monde se moquait en disant mais c'est pas possible, Roméo et Juliette, elle est noire et lui il est blanc. Enfin, le père est blanc et la fille est noire, c'est ridicule, c'est pas crédible. Je sais que quand à Bayreuth ils avaient monté Tannhäuser où Vénus était noire, ça avait fait un scandale, etc. Alors qu'on ne se posait pas la question parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était la profondeur, la qualité vocale. Et maintenant, on est à l'opéra, on est allé de nouveau vers un réalisme, donc il fallait correspondre physiquement au rôle. Et alors qu'avant, on ne se posait pas la question. Bien sûr, on a d'ailleurs, il y avait beaucoup de chanteurs coréens, bulgares. Il y avait toutes les nationalités. C'est vrai aussi au théâtre. Sarah Bernard, à un âge canonique, joue l'Aiglon. Mais ça, on l'a perdu, c'est dommage. Mais je vais... déjà, là, je joue le rôle d'une femme et je suis vraiment pas très... Je suis quand même assez costaud comme garçon, donc c'est un monstre que je fais en effet, c'est un monstre de femme. Mais je sais que un jour, je me suis dit, oh, je vais mourir sans jouer au reste d'Andromaque, quel crime. Je suis trop vieux. J'ai joué Néron il y a quelques années. Et puis j'ai lu que le créateur d'Oreste, il avait 60 ans au XVIIe siècle, vous vous rendez compte? Donc, il était très âgé. Ah oui. Et parce qu'on s'en fichait à l'époque. Ils étaient très maquillés, ils avaient des costumes rutilants, et ils déclamaient de façon magnifique. Et du coup, je me suis dit, je vais jouer Oreste avec un maquillage outrancier. Et pourquoi Oreste? C'est drôle, ça. Parce que c'est magnifique dans Andromaque. Non, mais parce qu'il le y a rôle les est fureurs d'Oreste à la fin. C'est ça, bien sûr. Non, mais et on le joue toujours maintenant du bout des doigts, alors qu'il dit pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Quand même. C'est quand même un des plus beaux vers de la langue française. C'est du surréalisme, c'est de la poésie, en même temps c'est un petit peu inquiétant. C'est immense. Donc du coup, je vais demander à des acteurs, même des acteurs d'un certain âge, de jouer avec moi la tragédie. Et puis, mais non, on est trop frileux, on est trop dans un réalisme, oui, je veux dire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche avec ce réalisme? Il y a une influence trop forte de l'image, de la télévision, oui, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a... Mais vous savez, par exemple, un des maîtres du naturalisme, c'était André Antoine, qui faisait du théâtre naturaliste. Et en fait, quand on voit les photos de ces spectacles, c'est très expressionniste, c'est pas du tout réaliste. Ils jouent tous comme ça. Donc tout ça est très... Les Romains étaient très naturalistes, puisque au théâtre, ils n'avaient pas du tout la bienséance des Grecs. Quand il y avait un mort sur scène, on prenait un condamné à mort et on le tuait pour que ça fasse vrai. On peut peut-être essayer. D'ailleurs, la tragédie romaine, à mon avis, moi je préfère la tragédie romaine à la tragédie grecque. Mais je préfère Sénèque à Échille. Mais en effet, c'était un théâtre beaucoup plus barbare, en fait. Mais en fait, je pense que ça vient du raisonnable, en fait. C'est la raison qui a... Enfin, le raisonnable, on va dire, parce que la raison, c'est beau, mais le raisonnable, qui a tout contaminé, qui a tout censuré. On n'a pas le droit de dire ça, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça. Ah non, tu ne peux pas faire ça. Ah non, ça c'est trop quand tu fais ça. C'est incroyable, quoi. Alors que je ne pense pas que Wagner ou Picasso s'auto-censuraient du tout. Alors on leur disait que c'était trop. Et que ça ne traverserait pas le temps. Et c'est pas vrai, ça a traversé le temps. Mais je crois que c'est ça, c'est ce raisonnable, ce politiquement correct. Oui, finalement, et puis le fait qu'un artiste doit être un modèle et doit avoir de belles idées. Je me rends compte, là, avec la disparition de Jean-Paul Belmondo, tout le monde dit « Oh, qu'est-ce qu'il était gentil !» Mais c'est horrible de dire ça sur un artiste. Alors que c'était un homme qui aimait profondément le théâtre, qui avait une passion pour le théâtre, qui s'achetait un théâtre, ce qui est une folie de s'acheter un théâtre privé. Il ne l'a pas fait par intérêt, il l'a fait par passion. Ça, on n'en parle pas. On dit « Ah, il était sympa, il était sympa ». Non, mais c'est terrible de dire ça d'un acteur. Non, je pense que Jean Gabin n'était pas très sympa, et voilà, donc on s'en fiche en plus. Non, oui, je crois que c'est le raisonnable qui a... Alors, il faut être chic, il ne faut pas faire trop, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas déborder, il ne faut pas... Voilà. Il n'y a plus de place, en fait, dans une société où les normes bourgeoises ont gagné absolument toutes les strates. Il y a finalement moins de place pour ce qui n'est pas normalisé que dans une société qui avait des interdits moraux.
Ah oui, je pense. Je pense parce qu'avant, l'artiste était considéré comme un marginal. Donc en fait, il était toléré, on lui permettait de faire des pitreries ou des facéties. Mais en effet, vous avez raison. Et puis après, il y avait le jugement moral, bien sûr. Mais d'ailleurs, on les regardait un peu comme des gens bizarres, d'ailleurs. Mais c'est ça qui était assez beau jusqu'à pas si longtemps. C'est quand l'artiste était considéré comme le fou du roi, en fait, mais pas comme un courtisan. Et aujourd'hui, c'est un Ben courtisan? aujourd'hui, il n'y a même plus de courtisans, puisque ils sont tous bien pensants, ils sont tous révoltés par la fracture sociale. C'est incroyable, quoi. Donc, et même, bon, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais même le président de la République, qui est un des rares présidents à aller au théâtre, quand il y va, il se fait lyncher, il se fait lapider, donc, comme c'est arrivé au bout du Nord. Oui. Alors qu'enfin, on avait un président qui s'intéressait au théâtre. Donc, c'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc, non, mais et puis cette idée que l'artiste doit tenir un discours intègre, bah non, Michel Simon, il était scandaleux, quoi. Je pense que si on avait posé des questions sur sa vie intime ou sur ses convictions politiques, on aurait été surpris, quoi. Oui, mais on ne les posait pas, en fait. Non, on ne les s'en posait fichait. pas. Même Gabin, on ne demandait pas. Bien sûr. Je ne pense pas que Gabin, il était mélanchoniste, hein, je ne pense pas. Mais donc, non, mais c'est vrai. En plus, moi, bon, chacun dit ce qu'il veut, mais il faut de plus en plus maintenant, on demande aux artistes avec qui coucher, pour qui ils votent, en fait. En gros, c'est ça. Et ils ont des positions par rapport à la sexualité, par rapport. Et ils ne parlent plus d'art, jamais, 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 en fait. Si on parlait d'art et puis on parle un peu de politique, on parle un peu de sexualité, puisque tout tourne autour maintenant de la sexualité. Il m'a touché le bras ou il m'a pas touché le bras, enfin bon. Mais on parle plus d'art, en fait. Mais... Et puis si les artistes qui se disent engagés, qui font la leçon au président de la République, par exemple, comme il y en a, si c'était à côté des artistes surdimensionnés comme Louis Jouvet ou Klaus Kinski ou Maria Casas, je veux bien, mais le problème, c'est des artistes assez sages, en fait, dans leur œuvre, en fait. Peut-être, oui, peut-être lié, justement voilà, parce qu'ils ne parlent pas d'art. Et qu'en face, on a aussi une machine médiatique qui ne permet pas qu'on parle d'art. Où est l'espace pour pouvoir, devant un public averti mais large, parler de ce que c'est que la beauté de la langue, de ce que c'est que la musicalité, à aucun endroit. C'est aussi l'artifice, ça. Oui, bien sûr. Et la question de la façon dont on va rendre compte, vous parliez du baroque, mais tout ce rôle de l'artifice, de la tromperie et en même temps de la révélation dans le baroque, tout cela, je veux dire, aucun artiste aujourd'hui n'essaye de travailler cela. C'est bien ça Mais il y a un décalage, on en a peut-être déjà parlé ensemble, mais il y a un décalage entre, par exemple à l'opéra, le travail qu'ils ont fait ils ont essayé de retrouver les sons de l'époque avec des copies d'instruments d'époque, parce que le son n'était pas le même au XVIIe, il n'était pas le même au XIXe, et il n'était pas même au XXe. Même. Ils se sont rendus compte, même au XIXe, le son n'était pas le même. Donc ils ont essayé d'être le plus proche du style de l'époque. Et en même temps, ils sont très, très, très intégristes, les musiciens. Ah oui, ça. Ils sont très, très... mais c'est tout à leur honneur. Et ils ont vraiment fait un travail énorme. Et en même temps, sur scène, après, on voit des mises en scène où on essaie de raconter qu'il y a les Noces de Figaro, c'est le harcèlement au bureau, donc on met des photocopieuses avec des filles en mini-jupe, etc. Il y a un décalage avec on n'essaie pas de travailler sur le style à la scène, mais par contre, dans la fosse d'orchestre, c'est bizarre, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est bizarre. Parce que c'est très intéressant, parce que justement, vous, dans vos mises en scène, il n'y a pas cet artifice de modernité, en fait. Vous cherchez jamais à essayer de prendre une œuvre et de l'adapter au temps présent pour montrer qu'elle nous parle. Moi, je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre que l'œuvre a traversé le temps. D'ailleurs, quand on voit les films qui plaisent au jeune public ou à un large public, souvent c'est des films en costume, des films d'époque. Donc ça veut dire que les gens, ils ont envie de rêver d'abord, et surtout ils peuvent entendre et s'intéresser à une œuvre, même si elle est dans un style différent. Donc c'est un faux problème en fait de dire j'ai voulu. Et Kubrick ou Scorsese n'ont jamais fait ça, ou Fellini n'a jamais fait ça même. Donc ils n'ont jamais essayé de moderniser. Il y a des réalisateurs, mais ils n'ont pas la trempe de ces gens-là.
Mais en effet, on n'a pas besoin de... Mais c'est surtout, moi j'essaie de partir toujours du style de l'œuvre et du poète et de l'auteur pour me renouveler aussi. Parce qu'autrement, c'est très facile de faire toujours le même spectacle, en fait. D'ailleurs, je vois beaucoup de metteurs en scène qui ont fait des choses très bien, et puis après, ils refont éternellement le même spectacle. Alors, comme j'ai des obsessions et des fantasmes, on retrouve des choses récurrentes. C'est quoi vos obsessions et vos fantasmes? Bon, il y a toujours des... Il y a souvent quand même des maquillages outranciers, il y a souvent des... J'aime bien quand c'est coloré, j'aime pas les choses tristes. Qu'est-ce que je dirais? Ça joue beaucoup face publique, j'aime bien, c'est comme un gros plan de cinéma pour moi de jouer face publique. Donc on retrouve des choses. Mais je sais que quand j'ai monté une pièce de Pinter, j'ai pas fait de la même esthétique que quand j'ai monté le Tartuffe. Et d'ailleurs, on me l'a reproché. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai fait dans Pinter, parce que j'ai fait un objet très froid, très désincarné, mais parce que l'auteur me demandait ça. Bref, vous vous effacez devant l'auteur, ce qui est assez rare dans la mise en scène aujourd'hui. Oui, et en même temps, j'aime les choses baroques et outrancières. Baroque, ça veut dire contrasté. Donc, j'aime les choses spectaculaires, j'aime la théâtralité, en fait. Donc, mon esthétique est quand même assez voyante, on va dire, mais, et artificielle. Mais en même temps, je pars toujours de l'auteur. Par exemple, il y a une chose qui me fascine, c'est les didascalies. C'est quelque chose qui est totalement méprisé. Et je dis, mais pourquoi vous estimez le dialogue de Jean Genet et pas ces didascalies? C'est le même auteur qui a écrit. Alors après, c'est pas pour les faire de façon scolaire, mais on s'interroge pourquoi il a marqué qu'à ce moment-là, elle ne bouge pas du tout, puis elle s'assoit, elle s'écroule. Par exemple, ce qui est très beau même si c'est pas Racine qui les a faites, ces didascalies, il y a très peu de didascalies dans le théâtre du XVIIe, mais je sais qu'il y a, je crois que c'est dans Britannicus, dans Phèdre et puis dans Athalie, il y a marqué « elle s'assied ». Et pourquoi elle s'assied à ce moment-là faite? C'est parce qu'elle ne peut plus tenir debout. Et Athalie pareil, et Agrippine pareil. Donc c'est pas rien. Moi j'ai une passion pour les didascalies. Les didascalies de Jean Genet sont magnifiques parce que c'est sur des intentions de jeu. Il y a marqué soudain lyrique, de façon très vulgaire. Enfin, il y a des choses complètement... Et je sais quand j'avais joué Genet, je me demandais pas pourquoi, j'essayais de suivre à la lettre ce qu'il disait. Et à la fin, il y avait un monstre qui apparaissait. Des monstres, oui, il y en a beaucoup à jouer au théâtre. Vous avez, après avoir joué donc, deux monstres qui se déchirent, vous aspirez à quoi? C'est quoi la suite? Après, je vais mettre en scène un opéra à Toulouse qui est Wojciech de Berg, qui est un opéra expressionniste allemand qui me fascine, où là, c'est des monstres, de nouveau, c'est des monstres expressionnistes, terribles, terribles. C'est un monde terrifiant qui flirte avec le grotesque et le tragique, c'est tout ce que j'aime, avec des chanteurs merveilleux. Et après, je vais partir en tournée avec Georges Dandin de Molière, qu'on jouera à Paris après au Théâtre de l'Athénée, et où là, on est revenu à la source, puisqu'on donne les intermèdes musicaux de Lully, qui sont passionnants, parce que ça amène des miroirs, des contradictions et des vertiges au texte de Molière. Et le texte chanté est écrit par Molière, en plus. Bref, vous revivez après l'étouffoir du Covid et c'est flamboyant. Oui, mais moi, ce Covid, il a été... je me suis retiré en Normandie, j'ai réfléchi, j'ai lu, il n'a pas été si... c'est embêtant parce qu'on a arrêté les spectacles, mais je reviens maintenant en savourant davantage... la chance qu'on a de pouvoir faire du théâtre. Je suis désolé de dire ça, il n'a pas été si... il était éprouvant, il était terrible, mais il n'a pas été que négatif, en fait, pour moi. Pour mon travail, je veux dire. Écoutez, merci beaucoup, Michel Faux. Je pense que pour nous, ce ne sera pas négatif non plus d'aller voir qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford. Merci encore de nous avoir reçus.